Un petit mot, merci d'accueillir. Okay. Merci d'accueillir Cécile Duflo, secrétaire nationale des Verts Europe Écologie. On va juste laisser notre camarade Antoine ici présent pour faire une présentation de vous. Madame Duflo, bonsoir. Tout d'abord, je vous adresse de la part de Dauphine Discussion Débat un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir ainsi représenter le mouvement écologique devant nous à l'Université Paris-Dauphine. Tout d'abord, effectuons un petit retour aux sources. Comment êtes-vous arrivé ici si rapidement? Vous êtes né à Villeneuve-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, excusez-moi, d'un père cheminot, syndicaliste, et d'une mère professeure en physique-chimie. Urbaniste de profession, titulaire d'un DEA en géographie et diplômé de l'ESSEC en 2000, vous commencez à militer au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous adhérez ensuite au Verts en 2001 et vous devenez en 2005 porte-parole du parti. La même année, vous vous baignez dans la Seine afin d'en dénoncer la pollution et répondre à la promesse de Jacques Chirac, faite une trentaine d'années auparavant, de pouvoir se baigner dans les eaux de la Seine. En 2006, soit seulement 5 ans après votre adhésion au parti, vous en devenez déjà le secrétaire national. À seulement 31 ans, vous êtes la personne la plus jeune à occuper cette fonction. Lors de votre mandat de secrétaire national du parti, vous mettez en œuvre une stratégie du rassemblement qui connaît un grand succès, et lors des élections européennes de 2009, Europe Écologie obtient 16% des voix, battant ainsi de 6 points le précédent record des Verts établi en 1989. Ce mouvement se poursuit jusqu'aux élections régionales de la même année, et au second tour, vous êtes élu conseillère régionale en Île-de-France sur une liste fusionnée avec celle de Jean Pauluchon et Pierre Laurent. Les Verts deviennent ainsi la 3e force politique du pays et du Conseil régional. Vous êtes élu en mars 2010, président du groupe Europe Écologie Les Verts, qui constitue une synthèse des deux mouvements. Fin 2010, le magazine américain Foreign Policy vous classe même au 32e rang parmi les penseurs globaux. Et ce, pour avoir apporté aux Verts des scores importants aux élections européennes et régionales. En vous pressant alors comme la candidate écologiste la plus à même de se présenter à l'élection présidentielle de 2012, mais vous exprimez vos réticences à ce sujet en 2010. Vous avouez que cette perspective vous fait peur et affirmez ne pas avoir les épaules assez larges. Pour la fonction ou pour la campagne, on ne sait pas. Vous déclariez d'ailleurs il y a 2 jours placer votre confiance en la candidature d'Eva Joly. Cependant, derrière ce CV politique déjà consistant et cette ascension fulgurante sur le paysage médiatique, vous cherchez à montrer, selon vos propres termes, que des gens normaux peuvent faire de la politique. On peut voir en vous une personnalité sympathique et plutôt joviale, une sorte de renouveau du José Bovisme, la moustache en moins. Une de vos expressions favorites est « qui parle à mon dos, parle à mon cul ». Mais je vous rassure tout de suite, ici, nous prenons des problèmes de front. Vous vous racontez même bordélique, fan de Lio, pas un télo et appréciant des films pas compliqués. En somme, sous peine de vous habituer à du Patrick Sébastien, vous vous sentirez comme chez vous à Dauphine. Je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Manon et de Basile qui vont animer ce débat ce soir. Madame Duflo, bienvenue à l'Université Paris-Dauphine. Alors, on va commencer ludiquement par un jeu qui s'appelle Quitte à choisir. Donc voilà, le principe est simple. Donc, par exemple, Basile, si je te dis quitte à choisir Peugeot ou Renault. Je dis Peugeot et après vous pouvez commenter vos choix. Donc, ah non, c'est vous que vous choisissez, mais pour vous donner juste un exemple. Je crois que ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vous passerai bien. Alors, première question, quitte à choisir nucléaire ou centrale au charbon? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a et le nucléaire et les centrales au charbon. C'est ça la vérité. C'est que comme le nucléaire supporte mal les changements en termes de besoins de consommation, on est obligé de suppléer notre production électrique en hiver par l'utilisation et le recours aux centrales à charbon. Donc, quitte à choisir ni l'un ni l'autre autrement. Mais je crois que j'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même. D'accord.
Un deuxième quitte à choisir. Donc, il y a une étude de la Ligue de protection des oiseaux qui dit que 40 morts est dû aux éoliennes par an pour une seule éolienne. Donc, quitte à choisir, vous préférez les oiseaux ou les éoliennes? J'ai le droit de dire que vous foutez un peu de la gueule du monde là ou... Un petit peu. Voilà. Et donc, je pense que la principale cause de mortalité des oiseaux, ce n'est pas les éoliennes du tout. Par ailleurs, pour vous répondre très précisément, c'est pas pour les oiseaux que les éoliennes étaient problématiques, mais pour les chauves-souris. Parce que les chauves-souris qui ont une capacité à détecter leur environnement avec un système très particulier, elles étaient perturbées par certaines éoliennes. Donc les associations de protection de la nature ont travaillé avec les fabricants d'éoliennes pour trouver une forme de pale et un mode de rotation qui permettait aux chauves-souris d'identifier l'existence des éoliennes. Vous voulez que je rentre dans les trucs super écolos? On peut. Très bien. Mais il faut 1700 éoliennes pour produire l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre juste avec les éoliennes et le solaire, les biocarburants, ou est-ce qu'il ne faudrait pas une autre énergie, peut-être qu'on trouverait dans la recherche C'est quitte à choisir quoi là? Ah non, c'est pas un quitte à choisir, c'est une vraie question. D'accord. Non, mais moi je comprends les règles du jeu. Donc, d'abord, le truc, c'est pas remplacer une centrale nucléaire par 1700 éoliennes. Comme ça, à vue de nez, vous n'êtes pas né en 1940. Non. Ça, c'était l'argument des mecs dans les années 70-80. Maintenant, on a compris que le vrai sujet en matière énergétique, c'est d'abord la diminution de la consommation, parce que le problème de la situation française en matière d'électricité notamment, c'est que comme on a 80% de notre électricité qui est produite par le nucléaire, ça n'existe pas ailleurs. Hein. C'est 13% en moyenne dans le monde qui utilisent de l'énergie nucléaire, à peine. On a surutilisé l'électricité et on a développé le gaspillage. Donc il y a un vrai chantier, d'abord, qui n'est pas de remplacer à l'identique les centrales nucléaires par des éoliennes, qui est de diminuer la consommation énergétique d'électricité, mais pas seulement, notamment en rapprochant les lieux de consommation et les lieux de production. Donc quand on réfléchit sur ces sujets-là, et je vous invite, si vous êtes intéressé vraiment et que vous dodelinez de la tête en pensant que ce que je dis c'est pas vrai, à aller lire le document qui fait beaucoup de pages mais qui est disponible sur notre site internet ou aller sur le site de Negawatt qui explique comment justement on peut faire un plan de sortie du nucléaire en 20-25 ans et comment on peut avoir une autre politique énergétique totalement différente qui ne repose pas sur les mêmes modes de production, parce qu'aujourd'hui on a une production énergétique extrêmement centralisée et l'idée c'est de décentraliser la production et d'avoir une vraie politique d'économie d'énergie. Il y a 3 mois a été inauguré dans Paris le premier immeuble de logement passif de logement social, c'est-à-dire un immeuble de logement qui produit davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Uniquement lui-même, c'est-à-dire que une des solutions c'est à la fois les économies d'énergie mais c'est aussi la production d'énergie immédiatement à proximité du lieu de consommation. Ça veut dire notamment qu'on peut environ subvenir à plus de 33% de nos besoins en eau chaude par le solaire thermique, c'est-à-dire par ce qu'on appelle les chauffe-eau solaires. C'est pas des grosses bonbonnes qu'on installe sur le toit, mais il faut savoir qu'on est le pays d'Europe qui a le plus bas taux en équipement en chauffage solaire, y compris au Danemark ou en Norvège, on arrive à utiliser les ressources solaires pour chauffer l'eau. Donc c'est vraiment intéressant de sortir de cette logique qui consiste à dire le monde est comme ça, alors par quoi on remplace ce qui est comme ça. C'est dire comment on peut changer les choses. Et donc des propositions, là vous en donnez certaines, mais d'autres pour au court terme pour commencer à changer, des doubles vitrages, d'autres choses pour diminuer. En fait, les solutions, c'est pas uniquement des solutions, j'allais dire ponctuelles, les unes collées à côté des autres. C'est de réfléchir de manière globale. Ça veut dire aussi quand on réfléchit en termes d'économie d'énergie, c'est pas uniquement l'électricité, donc c'est les transports, donc c'est avoir une ville plus compacte où on rapproche, on n'est pas dans une logique, par exemple, comme on a développé en France de spécialisation du territoire, où on a des zones commerciales, on a l'impossibilité pour une partie des habitants de cette région, qui est quand même une des régions les plus denses d'Europe, à pouvoir aller chercher son pain sans prendre sa voiture. C'est une réalité. Donc il y a des gens qui sont contraints à cette situation parce qu'on a spécialisé le territoire. Donc ça va de l'aménagement du territoire aux solutions techniques en passant par les économies d'énergie. C'est vraiment un spectre extrêmement large. Quand on s'attaque à la question énergétique, en fait, finalement, on touche à la question des modes de vie. Très bien. On va passer à un autre sujet. C'est l'écologie en France fait à peu près, en tout cas la majorité, mais dans d'autres pays, comme dans les pays développés, pas encore tout à fait la majorité. Hein. Non, mais on aimerait bien. Les idées écologiques font plutôt la majorité, dira-t-on.
je suppose que il y a dû y avoir des sondages qui disent que plus de 50% des Français se sentent écolos, en tout cas. Il a bien, je suppose. Je ne peux pas vous répondre là très précisément, mais j'espère moi que non seulement les idées écologistes progressent, mais que les écologistes tout court vont progresser, parce que le problème c'est qu'en général les idées progressent, on dit oui c'est intéressant, mais ensuite on le fait pas. Donc moi ce qui m'importe c'est pas seulement que nos idées ou qu'on nous trouve sympas, c'est que concrètement dans les politiques qui sont menées, on engage un certain nombre des transitions que j'ai évoquées. Très bien. Et donc par contre, on va dire dans d'autres types de pays, les pays du Sud, beaucoup moins. Et donc je vais vous passer une vidéo. C'était un débat entre vous et Éric Zemmour là-dessus, où il vous parlait justement de cette question. Même s'il le reprend mal, peu importe, il le reprend quand même, sonne aux oreilles de ces fameux gens du Sud que vous vénérez tant, comme un discours protectionniste d'occidentaux qui veulent les empêcher de se développer et de s'industrialiser comme ils ont fait. Et qu'est-ce qui se passe à Copenhague? Les Chinois nous font et vous font un magnifique bras d'honneur. Donc vous arrêtez là, mais donc... D'abord, mettre les Chinois dans les pays du Sud, c'est un peu exotique, mais c'est la méthode d'Éric Zemmour. Et ce qu'il dit est faux, par ailleurs. La Chine a dit qu'elle était prête à prendre là, puisqu'on n'est plus à Copenhague, maintenant, il y a eu d'autres sommets, et la Chine a elle-même dit qu'elle était prête spontanément, c'est-à-dire c'est une évolution par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Éric Zemmour connaît pas bien ce dossier parce qu'il se trouve que les Chinois, sur les questions des technologies vertes, sur les questions énergétiques, sont extrêmement en avance. On le sait, on importe d'ailleurs énormément de produits qui vont dans le sens de ce que je défends et qui ne sont pas produits en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a été très en retard. On n'a pas d'usine de fabrication d'éoliennes. Les cellules photovoltaïques, donc qui font de l'électricité solaire, sont produites pour une grande part d'entre eux en Chine. Donc les Chinois sont très en avance sur les technologies entre guillemets modernes et vertes. Et sur la question des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Chinois ont mis les pieds dans le plat sur un sujet intéressant en disant « Et si on calculait les émissions de CO2, pas au lieu de production, mais au lieu de consommation ?» Et c'est vrai que c'est un vaste sujet. Pourquoi ? Parce qu'une grosse partie de la production manufacturée, voire même de la production industrielle chinoise, elle est exportée et elle est importée chez nous. Et donc c'est vrai que la question qui se pose, elle se pose à l'ensemble de l'humanité finalement. C'est la question du mode de consommation, c'est la question d'une société qui finit par produire pour produire et pas produire pour satisfaire des besoins. Donc ce qu'il dit aussi sur les pays du Sud est faux, c'est-à-dire que les pays du Sud aujourd'hui savent très bien que sur un certain nombre de points, ils n'atteindront pas le niveau de qualité de vie. Là aussi, ça nous emmènerait plus loin. Moi, je trouve ça... depuis que je suis allée à Mayotte, donc Mayotte, c'est une île de l'océan Indien qui faisait partie des Comores, mais qui est restée entre guillemets française au moment de l'indépendance des Comores. Et à Mayotte, on a voulu développer l'île, c'est-à-dire qu'on a fracturé la barrière de corail pour faire un port en eau profonde, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'agriculture vivrière pour installer des plantations de tomates, par exemple. Et quand on discute écologie avec un certain nombre de personnes sur place, ils disent qu'on est quand même très gonflé d'expliquer que finalement leur modèle, qui pour une part était autosuffisant et beaucoup plus équilibré, a été fragilisé, entamé, et que si le lagon souffre, c'est parce qu'on a fracturé la barrière de corail par l'importation entre guillemets de nos méthodes et de nos logiques de développement. Donc cette question au sein des pays du Sud, et justement à Copenhague, ça s'est vu avec l'expression notamment des pays insulaires, des petits pays insulaires, de certains pays, je pense à l'Équateur, où il y a des communautés qui défendent le fait qu'on refuse l'exploitation de pétrole sur des zones qui sont très riches en matière de biodiversité et qui ont un équilibre de vie qui fonctionne. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il veut dire. Il y a justement un champ de recherche qui est très intéressant, qui est de travailler sur d'autres indicateurs et d'essayer, pour certaines communautés indiennes, de mesurer la différence de qualité de vie entre les zones qui ont fait l'objet d'exploitation minière et celles qui en ont été préservées. Et de dire, en termes de santé, d'éducation, finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce que cette exploitation minière a été facteur d'enrichissement en produit intérieur brut, certes, mais en d'autres indicateurs, la question n'est pas si évidente. Et je pense que c'est ce champ-là qui pour nous est intéressant. C'est comment on mesure aussi le bien-être d'une société. On sait bien que la croissance du produit intérieur brut, et je le dis à des élèves des étudiants qui pour beaucoup d'entre vous doivent brasser des concepts macro et microéconomiques toute la journée, vous vivez sûrement dans une période plus intéressante parce que le dogme absolu
de la corrélation, par exemple, immédiate entre la croissance et le chômage. Je le dis parce que c'est intéressant. Un des facteurs qui a amené à la révolution en Tunisie, c'est justement que pour un pays qui, en moyenne, pas en moyenne, qui a toujours été, depuis les 15 dernières années, au-dessus de 5% de croissance, il y avait un chômage chez les jeunes qui atteignait plus de 30%. Et un chômage chez les très diplômés qui était encore plus important, puisque le début de la révolution tunisienne, c'est un diplômé bac+5 obligé de vendre des légumes, à qui la police enlève ses légumes et qui s'immole par le feu. Donc c'est ça la réalité, c'est que tous ces dogmes-là sur lesquels on s'est basé, je pense que quand on se retournera, et ça m'éloigne un peu de la question, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que dit Éric Zemmour... Éric Zemmour, il vit sur des discours. Je ne sais pas si vous avez passé cette partie-là, mais quand il dit le nucléaire, vous m'avez parlé tout à l'heure, le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique. Tout le monde dit ça, on dit comme ça, on est indépendant. Non, ça fait depuis 1989 qu'il n'y a plus 1 gramme d'uranium en France, qu'on l'importe, et qu'on l'importe d'où? Essentiellement du Niger, où on a installé Areva, où de fait, pour maintenir l'exploitation du Niger, on est main dans la main avec la junte qui dirige ce pays, qui est finalement à la fois un des plus pauvres de la planète et un des plus riches en matière de ressources dans son sous-sol, et que la situation politique extrêmement difficile et les enlèvements qui ont eu lieu dans ce pays sont en partie, et l'alimentation du terrorisme se fait aussi en partie par le fait que cette préemption des ressources naturelles au profit d'une compagnie étrangère, en l'occurrence française, qui est Areva, est de plus en plus mal vécue par la population locale. Donc c'est intéressant de ne pas avoir une vision univoque de ces sujets-là. Alors pour revenir un peu plus près de chez nous, je voulais vous demander si vous étiez plus militante ou politique. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple Noël Mamère marier un couple homosexuel et il est devenu comme ça hors la loi. Et donc du coup, si vous étiez vous d'abord, si vous étiez d'abord élu ou alors responsable ou militante verte, quitte à aller être hors la loi et à. Je pense que de toute façon, on fait progresser les sociétés à la marge. Moi, je pense que j'aurais été, j'espère, pas élue avant 1946, que les femmes n'avaient pas le droit de voter. D'accord. Je pense qu'à l'époque, s'il y avait eu des hommes qui avaient organisé des scrutins où ils avaient laissé les femmes voter, ils auraient été en avance et ils auraient fait progresser les choses. Donc la question qu'il faut se poser sur la question de respecter la loi, c'est la question de sa légitimité. Alors ça veut pas dire, en plus, c'est un sujet sur lequel c'est pas très grave. Se mettre hors la loi en mariant 2 personnes de même sexe, c'est quand même pas, ça ne fait pas courir les mêmes risques que si on décide de se mettre hors la loi je sais pas quoi, en répandant des déchets nucléaires sur l'ensemble de sa commune. C'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Donc je pense que quand on est élu, on doit rester militant. Parce que si on devient une machine à gérer, sans réfléchir, sans objectif politique, je crois qu'on n'exerce pas bien son mandat. Il faut toujours questionner le sens de sa présence, le sens du mandat qu'ont donné les électeurs, le sens de son engagement. Je pense que c'est très important justement de ne pas croire qu'on peut délier ces 2 dimensions. Et quand on délie les 2 dimensions, quand on considère que la politique c'est un métier qui pourrait s'apprendre et que finalement on serait à peu près dans n'importe quelle famille politique, il y aurait des techniques à appliquer, et que d'ailleurs pour bien gérer, il suffit d'écouter les agences de notation et de faire les choix budgétaires qu'elles demandent pour avoir le AAA, eh ben je crois qu'on fait plus de politique, tout simplement. On n'est plus ni militant, ça c'est certain, mais on n'est plus non plus politique. Pour passer toujours en France et sur l'écologie, Nicolas Sarkozy avait proposé la taxe carbone et vous étiez contre, en tout cas sa formule de la taxe carbone. Vous voulez bien nous réexpliquer ce choix ? On était très pour au départ. Alors nous, on est pour ce qu'on appelle la contribution énergie-climat. La contribution énergie-climat, la différence avec une taxe, c'est qu'elle est affectée. C'est-à-dire que les ressources sont utilisées pour engager la transition énergétique. Ça veut dire aider au développement des transports en commun et aussi aider avec des choix en matière de priorisation en matière sociale à isoler les bâtiments et en particulier les logements, à remplacer les appareils électroménagers les plus consommateurs d'énergie par des appareils moins consommateurs d'énergie. Donc c'était ça, une contribution affectée, avec un choix aussi en matière de partage des richesses et d'aider ceux qui allaient être les plus vulnérables à l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc c'était ça notre proposition. Ça s'est transformé en un truc très bizarre, c'est-à-dire une taxe, mais qui faisait l'objet d'une redistribution quasiment au montant équivalent à la taxe. On peut avoir une deuxième vision. Il y a une vision qui est défendue par certains, qui est la vision de la taxe pure, qui est de dire, de toute façon, on taxe aujourd'hui très fortement l'énergie, comme ça, par voie de conséquence, ça va faire diminuer
la consommation. Moi, j'ai dit pourquoi on était pour cette contribution. Donc, on était très favorable. Et si vous vous souvenez, j'ai fait partie de ceux qui, en l'occurrence à l'époque avec Jean-Paul Besset, avaient rencontré le président de la République pour dire que s'il allait au bout de sa logique et s'il faisait ce à quoi il s'était engagé en signant le pacte écologique de Nicolas Hulot, juste, hein, c'est pas une invention, j'ai encore dit juste. Si il faisait simplement ce à quoi il s'était engagé, on le soutiendrait, ce qui n'était pas une évidence puisqu'on est clairement dans ceux qui sont opposés à la politique globale de Nicolas Sarkozy. C'est pas le choix qu'il a fait. Et puis par ailleurs, ensuite, c'est le choix qu'il a totalement, d'ailleurs, sur lequel il a totalement abdiqué. C'est quand même un président de la République qui avait dit que c'était la plus grande réforme depuis l'abolition de la peine de mort. Heureusement que c'est pas lui qui a fait l'abolition de la peine de mort parce que sinon on couperait encore des têtes. Hein. Alors justement, au niveau économique, quelles seraient vos propositions économiques c'est-à-dire pour en sortant de crise, quelles seraient vos... Mais moi je pense qu'on sort pas de crise. Enfin, je crois que ça c'est une légende. Et d'ailleurs, tous ceux qui disaient ça y est, la reprise, maintenant on dit croissance molle, maintenant on dit stagnation, maintenant on dit... Il y a un problème structurel qui est l'analyse que font les écologistes, c'est que la croissance du produit intérieur brut, je dis bien, qu'on la prenne par n'importe quel bout, sauf en 2000 où tout le monde était devenu fou et croyait que avec la nouvelle économie de l'internet, on allait fabriquer de l'argent virtuel. À un moment, ça repose sur des ressources physiques et en particulier des ressources naturelles. Et quand on est sur une planète avec des ressources limitées et qu'on n'organise pas la réutilisation de ces ressources, notamment par le recyclage ou la récupération ou un autre mode de fonctionnement, eh bien, on atteint les limites du système. Voilà. Et je crois qu'on est là. Il faut d'ailleurs se remémorer, c'est intéressant, hein, le début de cette fameuse crise dans laquelle on est entré et dont on n'est pas sorti. On dit c'est une crise financière, on dit c'est la crise des subprimes. Mais au départ, qu'est-ce qui se passe ? Indépendamment de tout l'échafaudage financier de titrisation des différentes dettes. Avant ça, il y a un endettement très important des ménages américains pour acheter leur résidence principale. Et il y a une augmentation simultanée du coût de l'énergie et des denrées alimentaires. Ce qui fait que les ménages américains, un peu par effet de domino, ont plus les moyens de rembourser leurs prêts. Et c'est ce moment-là où tout bascule. Et donc, si on regarde et qu'on analyse vraiment précisément les racines de cette crise, bien sûr qu'il y a tout l'échafaudage du système financier mondial qui est à mettre en cause, mais il y a aussi, de toute façon, un système à la fois qui vit à crédit, mais qui est en voie d'essoufflement, c'est-à-dire qu'on est allé au bout de la logique d'une espèce de course folle où, je l'ai dit, on est dans la logique productiviste, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour satisfaire des besoins, mais qu'on doit apprendre à inventer des besoins pour trouver des débouchés à un système productif. Que par ailleurs, on a aussi organisé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des biens de consommation qui se détruisent ou ne sont pas réutilisables et ne sont pas réparables pour obliger à racheter de nouveaux biens. Donc ce système-là, qui est un système un peu fou, il est, et c'est l'analyse des écologistes, depuis longtemps en péril. Et que si on s'attaque pas à la racine de cette crise, à la logique même qui sous-tend notre système de production, eh bien on ne trouvera pas de solution. C'est pour ça que les écologistes défendent aujourd'hui ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire faire en sorte de passer d'un modèle à un autre. L'avantage avec les écologistes, c'est qu'ils sont pas dogmatiques. On ne dit pas tout le monde va s'organiser en call-cause et en soft-cause. Une des forces de l'écologie, je crois, c'est à la fois la subtilité et la gestion de la complexité, qui dit qu'en fonction des situations, en fonction de l'organisation des différentes communautés humaines, on peut avoir des réponses différentes. On peut être soit dans le secteur marchand traditionnel, soit dans le secteur coopératif, et le secteur coopératif en fait partie dans ce qu'on appelle le tiers secteur de l'économie sociale et solidaire, où on n'est pas dans une logique de rentabilité et pas dans une logique marchande, même si on n'est pas dans une logique d'entreprise d'État ou de service public, et que donc on est capable de décliner l'ensemble des modes d'intervention et dans le champ économique qui ne soient pas obligés par ailleurs, et c'est un des deuxièmes points, c'est la question du court terme, à afficher des rentabilités à ultra court terme. Je pense que, y compris en termes de stratégie industrielle, et quand je vous dis ça, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, et j'en suis témoin personnel, les écologistes sont de plus en plus sollicités par, y compris des grands chefs d'entreprise, qui sentent bien d'une certaine manière ce que je vous dis, mais qui sont un peu
un peu dans une situation de désarroi par rapport à tout ce à quoi on les a obligés depuis des années. Et des grands industriels, et je me souviens d'un échange avec Jean-Louis Beffa, disent très clairement on est sous la pression d'une logique de notation qui ne sont pas les agences de notation, mais qui sont les analystes financiers, qui imposent des stratégies et qui parfois empêchent d'avoir des stratégies industrielles de moyen ou de long terme, des stratégies qui nécessitent d'investir et d'investir pendant un certain temps et qui donc hypothèquent des rentabilités immédiates significatives qui sont l'alpha et l'oméga du jugement des marchés financiers aujourd'hui. Donc c'est intéressant justement de se poser à la fois la question de la diversité des modes d'intervention, et ça commence à être écrit, de l'impossibilité de dégager une rentabilité de 6% en permanence tout le temps sur tous les secteurs au minimum, et enfin d'intégrer la question du moyen et du long terme. Mais donc, quelles sont vos propositions? Parce que là, vous faites la critique, ce qui est normal. Mais... Non, j'ai fait aussi des propositions, mais je crois que vous n'avez pas entendu. Je parle de la question du long terme. Je pense oui, que mais je peux vous dire très. Une réforme, par exemple, je sais pas. Mais non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas faire le xème plan des écologistes de maintenant tout le monde en rang et c'est comme ça, parce qu'on a tiré les leçons de deux idéologies qui, je pense, quand on se retournera sur le 20e et le début du 21e siècle, auront fait autant de dégâts, c'est-à-dire l'idéologie marxiste appliquée par les pays communistes et l'idéologie ultralibérale de l'école de Chicago, appliquée par beaucoup de pays du monde. Tout aussi dogmatique, tout aussi brutal, tout aussi principiel. La concurrence comme outil de gestion permanent, malgré... c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit bien que... Et c'est là où je pense que la dimension humaine est intéressante, c'est que c'était l'égalitarisme des pays communistes a finalement toujours été biaisé par les individus qui essayaient de trouver des portes de sortie. Et la logique ultra-concurrentielle a été y compris biaisée par les agents économiques qui ont toujours en permanence tenté de faire des ententes pour échapper à la concurrence. Donc chaque système dogmatique produit des tentatives d'échappement. Donc je crois qu'il faut qu'on mette au cœur de ce qu'on défend, moi je le dis très simplement en matière économique, pas la logique de rentabilité ou de profit, mais la logique d'intérêt pour l'ensemble de la communauté humaine. Et donc, par exemple, en matière de production, se pose la question pas seulement de savoir combien on produit, mais qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut changer les règles de l'OMC qui évaluent les produits uniquement un œuf égale un œuf, 3 tonnes d'acier égale 3 tonnes d'acier, mais les évaluer en substance, c'est-à-dire 3 tonnes d'acier produites comment, avec quels dégâts sur l'environnement, avec quelles normes en matière sociale dans les usines de sidérurgie qui produisent cet acier, etc., etc. Je pense qu'il faut donc juger à la fois pouvoir évaluer les échanges internationaux en substance. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la taxe carbone. Nous, on ne défend pas une taxe carbone aux frontières, parce qu'une taxe carbone aux frontières, le danger, c'est que ça oblige, pour que les produits restent compétitifs, à écraser encore plus les modes de production et le niveau social des gens qui les produiront. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir être capable de fixer des normes qui permettent de refuser ou pas l'importation de produits en fonction de la qualité de leur mode de production, de la qualité sociale et de la qualité environnementale. Par exemple, sur la question de l'économie sociale et solidaire, nous avions dans les cartons, mais elle n'a pas pu être mise en œuvre, une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui permet de faire en sorte qu'au lieu de financer de fait entre 4 et 5 millions de chômeurs en France, on puisse développer cette activité qui n'a pas vocation à remplacer un secteur marchand qui n'existe pas de fait, mais qui permette à des gens qui sont aujourd'hui au chômage de trouver une activité, un emploi socialement utile qui puisse ne pas peser sur les finances publiques de manière inutile comme l'est le chômage aujourd'hui. Mais je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples. Très bien. Vous parlez beaucoup de dogmatisme. Donc, sans être dogmatique, l'écologie a, en tout cas en France, toujours été de gauche. Pourquoi ce choix? N'y a-t-il pas de possibilité d'écologie de droite? Alors, le vrai sujet, c'est de savoir maintenant, c'est d'ailleurs pas un sujet inintéressant, qu'est-ce que c'est la droite et qu'est-ce que c'est la gauche. On a un gouvernement qui est soutenu par des partis politiques qui se disent, ou par des leaders politiques qui se réclament de gauche. On a une perméabilité sur les questions, notamment sur les questions économiques, entre certains, c'est moins net maintenant parce que le temps a un peu passé, mais à la fin des années 90, on pouvait légitimement s'interroger sur la limite entre la droite et la gauche sur ces questions-là. Les écologistes, si vous avez compris ce que j'ai dit, sont principalement dans la rupture avec la logique productiviste. Et cette logique productiviste,
Je caricature une logique productiviste de droite et de gauche. Une logique productiviste de gauche, c'est de dire il faut plus de croissance parce que quand il y aura plus de croissance, on pourra partager avec ceux qui ont pas de moyens aujourd'hui. Mais et si ça fait du dégât, en attendant, c'est pas trop grave parce qu'à la fin, ça ira mieux. C'est ce que vous entendez en disant il faut soutenir la croissance, il faut soutenir la consommation. Ça permettra l'emploi. Même si on a bien vu que la corrélation stricte entre emploi et croissance est quand même singulièrement fragilisée et en tout cas n'est pas évidente depuis au moins le milieu des années 70. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le productivisme de droite, lui, il est dans une logique où l'objectif de partage des richesses n'est pas un objectif en soi. L'objectif est de faire croître la richesse collective en disant qu'ensuite, chacun, en fonction de ses efforts, pourra être susceptible de bénéficier d'une part de cette richesse. Je caricature. Donc, notre opposition, elle est tout autant avec une logique productiviste dite de gauche qu'une logique productiviste dite de droite. Mais les valeurs qui sont des valeurs, elles aussi dites de gauche, des valeurs qui portent un projet de transformation sociale, d'émancipation, d'égalité des droits, qui revendiquent le partage des richesses et qui l'assument, ce sont des valeurs qui sont au cœur de l'écologie politique. Donc ça veut dire que l'écologie politique n'est pas au sens strict de gauche, mais que l'écologie politique est héritière du projet de transformation sociale qui a été porté par les partis ou les formations de gauche au 19e ou au 20e siècle. Et que, par ailleurs, en termes de stratégie électorale ou d'alliance électorale, il est très clair que, pour nous, il est exclu de faire alliance avec les partis de droite, et a fortiori avec l'UMP telle qu'elle, étant donné le projet qu'elle porte aujourd'hui, parce qu'il y a quelques exceptions en Europe, ça a pu exister, mais que l'alliance avec la gauche et avec le Parti socialiste n'est jamais automatique. Elle est possible, elle est envisageable, on peut même dire que dans un certain nombre de cas, elle est souhaitable sur la base d'un accord sur le projet qui va être mené par les partenaires pendant la durée d'une mandature, mais elle n'est pas automatique. Alors à un niveau européen, à la sortie de la crise de l'euro qu'on a traversée, et puis avec la fusion Europe Écologie et les Verts, quelle est justement votre vision d'une organisation européenne plus tournée vers l'écologie et le développement durable? Alors d'abord, il y a une chose qui est très importante, je l'ai pas dite, mais c'est très important, c'est que bien évidemment, quand on réfléchit aux questions d'environnement, on ne peut pas imaginer y réfléchir dans un cadre national. Les crises écologiques, tant la crise de la biodiversité que le dérèglement climatique, se moque absolument et définitivement des frontières. Donc, bien sûr que sur un certain nombre de sujets, je parlais tout à l'heure des questions énergétiques, la réflexion et les projets doivent être envisagés à l'échelle de l'Union européenne. C'est une évidence, en tout cas une échelle plus large que l'échelle franco-française. Même s'il faut constater, je reviens à Copenhague, que la France, dans la position de l'Union européenne juste avant Copenhague, a joué un rôle franchement négatif en étant les deux pieds sur le frein sur les financements pour les pays du Sud pour l'aide à la transition énergétique. C'est la France qui a freiné l'Union européenne et qui ne l'a pas permis de prendre une position un peu plus allante sur ces questions-là. Donc je crois que les écologistes ont été depuis toujours les plus pro-européens et en même temps parfois les plus critiques, c'est-à-dire les plus attachés à la construction européenne. Nous, de façon un peu rapide, les différents échelons sur lesquels il nous semble important de travailler, c'est les intercommunalités, les régions et l'Europe, et que le projet que portent les écologistes, c'est le projet d'une Europe des régions et des peuples solidaires, c'est-à-dire qu'on ne soit pas aussi là en train d'organiser la concurrence entre les territoires, mais bien la coopération, la mutualisation des moyens et la solidarité, mais c'est bien de travailler sur un certain nombre de projets à l'échelle européenne. Et par exemple, il nous semble absolument essentiel de doter l'Union européenne d'un véritable budget. Aujourd'hui, on sait très bien que il n'y a pas les moyens de mener de véritables politiques européennes parce qu'il n'y a pas les moyens financiers tout simplement. Donc, je crois que c'est essentiel pour nous que sur un certain nombre de sujets, on puisse être très clairement dans la volonté de travailler au sein de l'Union européenne. Après, on est aussi très critique vis-à-vis de la construction européenne telle qu'elle s'est faite dans la dernière période, avec une grande distanciation vis-à-vis des citoyens, et donc il nous semble aussi que ça présente un risque vis-à-vis de la construction européenne elle-même, puisque cette distance, elle est ressentie de plus en plus comme une fracture et comme une sorte de construction qui ne se fait pas avec les habitants, même si d'ailleurs au moment
où on a parlé de l'euro et des quelques interventions qui défendaient la sortie de la zone euro, on a vu que petit à petit, l'attachement des Français à l'euro s'était développé. Et c'est un attachement qui, au-delà de, je crois, des questions de stabilité monétaire, est aussi petit à petit le fait d'avoir le sentiment de faire partie d'un espace partagé. Et puis sans doute aussi un effet générationnel. Donc il est évident que la réponse européenne, elle est essentielle. Et je crois que d'avoir construit l'Europe sur, au départ, le charbon et l'acier, ce qui peut sembler, puisque je reprends votre intervention tout au début, pas forcément écolo, c'était nécessaire, et il était nécessaire de franchir un certain nombre d'étapes, mais l'étape indispensable aujourd'hui, c'est une véritable Europe politique et pas seulement un espace de commerce et pas seulement l'organisation d'une logique concurrentielle, parfois même entre les pays, du fait des différences en matière fiscale. Et il nous semble que avoir une convergence et vers le mieux-disant sur les normes sociales et sur les questions fiscales est quelque chose d'absolument important. Donc vous souhaitez un nouveau traité européen avec par exemple une gouvernance économique européenne et non plus juste pour les pays membres ou Oui, on a défendu d'ailleurs de remplacer le pacte de stabilité et de croissance par un pacte de coopération écologiste et solidaire, avec des critères, mais des critères qui n'étaient pas du tout des critères financiers ou des critères de gestion de budget national, mais des critères en matière d'objectifs de réduction de la pauvreté notamment, et d'avancer sur un certain nombre d'autres questions. Donc oui, bien sûr, nous on est favorable à une plus grande cohérence des politiques menées, davantage de pouvoir au Parlement européen, et puis une autre majorité évidemment au Parlement européen, même si on sait que les écologistes qui forment un groupe très important aujourd'hui, ont pesé de manière significative et que sans doute beaucoup d'avancées en matière environnementale en France sont le résultat de la traduction de directives européennes et qu'on n'aurait pas eu des avancées aussi significatives si on avait dû s'en remettre au Sénat et au Parlement ces dernières années. Donc justement, là, au Parlement européen, là, il y a eu une intervention de Daniel Cohn-Bendit au sujet de la Tunisie. On en a parlé, enfin, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Donc le président vient d'être chassé du pouvoir, et donc la Tunisie est en proie à l'instabilité. Quel est votre point de vue? Ne pensez-vous pas qu'elle risque de tomber aux mains des extrémistes qui justement qui peuvent parfois guetter ces moments d'instabilité pour Ouais, ça fait 27 ans qu'on explique qu'il vaut mieux Ben Ali parce que sinon ce sera les islamistes. Les écologistes ont fait partie de ceux qui n'avaient pas peur de dire que le régime en place en Tunisie avait un nom et c'était celui de dictature. C'est-à-dire que c'était un régime policier extrêmement violent, pas seulement vis-à-vis des opposants, mais c'était aussi un régime basé sur la corruption, basé sur le népotisme, où une grande partie des richesses était concentrée entre les mains. Maintenant, ça se dit de manière ouverte, mais c'était beaucoup plus difficile de le dire. Et que la responsabilité de la France dans le maintien de ce régime est grande. Hein. Et donc, d'ailleurs, les déclarations de la semaine dernière de Michel Alliot-Marie, qui est ministre de l'Intérieur, et les informations ont été rendues publiques que vendredi, un avion a été arrêté à Roissy chargé de matériel dit de maintien de l'ordre. Donc c'est vraiment, enfin la France. Je dis la France, c'est très désagréable quand on est en opposition et de tout temps à cette politique, a été coupable dans la situation tunisienne et que bien sûr que la période est instable. On est dans ce qui est le modèle du genre d'une révolution, c'est-à-dire la remise en cause d'un pouvoir en place par la mobilisation d'une grande partie de la population et ce pendant des jours et des jours malgré la répression du pouvoir avec le basculement de l'armée qui est évidemment notable. Je pense que quand on voit les choses depuis la France, en fait, on fait mieux de se taire parce que les Tunisiens ont démontré qu'ils étaient capables, y compris de résister à la tentative encore actuelle de déstabilisation extrêmement violente par les forces de police spéciales qui ont organisé le pillage, la désorganisation et qui ont essayé d'organiser la terreur. Donc c'est évidemment très très difficile. Je pense que il y a aussi une partie de l'ancienne oligarchie autour de Ben Ali qui essaye de garder la main. Mais je crois, et ça, tous les opposants tunisiens, qu'ils soient
entre guillemets légaux qui ne l'est pas été jusqu'à il y a quelques jours, puisqu'il y a un parti politique qui s'appelle Tunisie Verte, qui est un parti écologiste qui était illégal et pas autorisé depuis sa création, mais que nous soutenions beaucoup, disent que le risque islamiste en Tunisie est très faible. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus modérés qu'ailleurs, mais c'est pas du tout. Il y a toujours eu une opposition démocratique en Tunisie. C'est très difficile de reconstruire une démocratie quand on a vécu 50 ans de fait entre Bourguiba et Ben Ali, de dictature et de régime policier. C'est un policier pour 150 habitants en Tunisie. C'est des proportions qu'on n'imagine pas. C'est un climat qu'on peut pas imaginer. Moi, j'y suis allée il y a 2 ans. Au moment des émeutes de Gafsa. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ces émeutes qui sont sans doute le moment où les choses ont commencé à naître, quand on fera l'analyse politique, sont nées parce qu'il y avait 150 postes qui étaient ouverts au recrutement dans les mines, et que ces postes ont tous été attribués aux amis de la famille des dirigeants politiques du RCD, et que les jeunes se sont révoltés très violemment, que la répression a été terrible, avec de la torture, avec des emprisonnements arbitraires, avec des procès qui n'avaient de procès que le nom, et qui étaient de l'abattage. Et je crois qu'il faut imaginer le courage dont a dû faire preuve cette population pour affronter un régime policier de cette nature, et que je crois que, vu le courage qu'ils ont démontré et leur volonté de démocratie, je pense qu'ils ont la capacité de reconstruire cette démocratie, même si c'est avec des difficultés qu'on a peine à imaginer quand on vit dans un pays comme le nôtre. Toujours en restant en Afrique, il y a le cas de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Selon vous, que doit faire la France dans un cas comme celui-ci? Doit-elle agir militairement, juste diplomatiquement? Ne doit-elle pas agir du tout? Je pense que de toute façon, ça doit se faire dans le cadre de l'ONU et de l'ONUCI. Je pense que les années de France-Afrique qui sont pas complètement terminées discréditent beaucoup l'intervention de la France en tant qu'État sur l'ensemble du continent africain. Donc il faut laisser les choses se faire dans le cadre de l'ONU et dans le cadre de l'ONUCI, et essayer aussi, quand on connaît la situation en Côte d'Ivoire, de faire en sorte de ne pas favoriser la guerre civile. C'est difficile à dire, hein, l'espace est très très limité, et donc il faut continuer la pression internationale pour faire en sorte que les élections, que le résultat des élections soit effectif. Mais il faut aussi se souvenir qu'ont eu lieu en Côte d'Ivoire des moments de guerre civile extrêmement violentes, et que donc sur cette corde raide entre les deux dangers, le maintien au pouvoir toujours ambigu mais actuel de Gbagbo et la guerre civile, il faut trouver la voie de sortie. Et je pense que c'est pas la France à elle seule, évidemment, qui peut ou même qui doit jouer un rôle, d'autant plus que son rôle a été et surtout en Côte d'Ivoire ambigu au moment des massacres qui ont lieu sous couvert de défense de l'ivoirité, pour ceux qui s'en souviennent. Mais par exemple, alors je cite Laurent Gbagbo qui dit: j'aurais dû me faire élire à 80%, j'aurais été moins suspect. Donc il y a plein de dictateurs en Afrique. Donc certes, là il y a eu des élections et il les a perdues, mais pourquoi n'agit-on pas aussi pour les autres dictateurs qui se font élire de manière, comme il dit, à 80%, c'est pas mieux, quoi. C'est pas à moi qu'il faut le demander, hein. Je pense que quand le président de la République française s'est félicité après la réélection de Ben Ali à 98%, je crois, de l'avancée de la démocratie, oui, évidemment, ils n'ont pas à se gêner quand on tient des propos pareils, mais on n'a jamais été de ceux qui soutiennent une forme de réel politique qui finalement est une sorte de poursuite d'un esprit colonial de fait, hein, où on préfère, pour répondre à ce que vous dites, où on argumente ça avec soi-disant un miracle économique, voire le rempart contre l'islamisme, mais on se sent plus confortable avec un régime autoritaire et népotique. Donc moi je ne vais pas vous défendre la position pas ambiguë mais coupable de la France dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, je pense que ce qui est plus grave aujourd'hui, et je pense que ça s'est vu au Niger et dans d'autres situations, c'est une forme d'alignement avec la politique américaine façon Bush, hein, un peu cow-boy et un peu prétentieuse, qui en plus radicalise un certain nombre de discours politiques et qui fait sur un terreau de pauvreté prospérer le terrorisme. Je pense que la question terroriste, elle doit être affrontée de deux manières, de manière politique, mais aussi de manière idéologique, c'est-à-dire qu'il faut voir quels sont les éléments qui sont utilisés pour alimenter et pour recruter
bien sûr des gens qui sont en situation de grande précarité, mais qui justement s'appuient sur les interventions étrangères, que ce soit celle de la France ou celle des États-Unis, sur des pays qui ne sont pas les leurs, pour alimenter un discours nationalo-extrémiste. Donc c'est très important. Il n'y a pas de là-dessus aussi. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de certitude, mais il y a quand même la lucidité de savoir qu'un certain nombre de postures, y compris de postures dans le discours intérieur vis-à-vis des questions musulmanes, sont des sujets qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Donc, par exemple, quand vous avez dit je ressens un malaise vis-à-vis de la position qui consiste à dire qu'il fallait affirmer une fermeté vis-à-vis des terroristes, qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour... Vous savez, j'ai dit ça mardi dernier, je m'en souviens très très bien, après que pendant 2 jours, il y ait eu une sorte d'union sacrée de la classe politique pour dire qu'on avait bien fait. Et moi, je pouvais pas dire que après que 2 jeunes Français soient morts, on pouvait dire fantastique, on a bien fait, on a montré qu'on était ferme vis-à-vis des terroristes. J'ai dit aussi, justement en essayant de m'appliquer à moi-même ce que j'ai dit, j'ai pas dit que la solution, le choix de l'intervention était une mauvaise solution. J'ai dit que pour moi, je pouvais pas dire qu'elle était évidemment la bonne. Quelques jours après, quand on voit la discordance entre ce qui a été dit par la diplomatie française ou par le ministre des Affaires, par le ministre de la Défense, et la réalité du résultat de l'autopsie, plus les déclarations des terroristes de l'AQMI qu'on peut évidemment prendre avec beaucoup de pincettes, mais aussi des responsables nigériens, on peut se dire que la transparence n'a pas été totale dans les informations qui ont été données au début de la semaine. Et que donc, sur ces questions-là, il faut être prudent, mais faire ce type de déclaration, c'est très compliqué, parce que vous êtes mis sur le fil du rasoir de celui ou de celle, en l'occurrence, qui rompt l'unité nationale. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il faut être à la fois capable de dénouer ce qui alimente le terrorisme dans ces pays et de savoir à quel moment on fait le choix ou pas de l'intervention militaire. On sait très bien. Je peux vous dire, puisqu'on a vécu, nous, écologistes, pendant des années, avec le soutien à Ingrid Betancourt, otage, que toutes les familles sont toujours contre une intervention militaire qui présente, en général, des risques très importants. Réfléchissez juste à cette situation. Ils sont dans un 4x4, il y a 4 types armés, 2 otages, et il y a 3 hélicoptères qui débarquent. La probabilité que l'histoire se finisse pas par la mort d'une grande partie, sans doute, des preneurs d'otages, mais aussi des otages, est limitée quand même. Voilà. Et après, évidemment, il faut faire le choix entre mort et toujours otages au milieu du désert, où effectivement, c'est une situation très très compliquée. On le voit avec les otages qui sont actuellement détenus. Mais je ne dis pas que la situation mort est mieux que otage au milieu du désert. Voilà, c'est ce que je dis avec modestie, mais quand même avec une certaine fermeté, parce qu'on ne peut pas faire tout passer sous la logique de la fermeté vis-à-vis du terrorisme. Mais les derniers otages, vous avez dit, dans le désert, ils ont été tués, donc... Non, les otages d'Areva, ils sont toujours otages. Michel Germano, il est mort, effectivement. Et on a aussi essayé d'intervenir, et ceux qui étaient sur le navire, sur le voilier Le Ponant, quand les commandos de marine sont intervenus, il y a un des otages qui est mort également. Voilà. Oui, une intervention militaire, c'est toujours très risqué pour la vie des otages, et de tout temps, la priorité a quand même été la préservation absolue de la vie des otages. Voilà. Très bien, on va passer à un autre sujet, tout autre sujet. On va revenir en France, et nous allons parler de la stratégie écologique pendant les présidentielles. Donc vous avez décidé de faire des primaires, puis d'avoir un candidat à la présidentielle. Peut-être une candidate. Peut-être une candidate, bien entendu, mais pourquoi ne pas faire, par exemple, une primaire avec la gauche élargie, comme l'avait proposé Gabriel Cohn-Bendit il n'y a pas longtemps dans Le Monde. Je dois vous avouer, je ne me rappelle plus de la date. Pourquoi ? Mais en fait, moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi on se pose cette question ? C'est-à-dire que je ne crois pas, et d'ailleurs, ce que dit Gabriel Cohn-Bendit, si on va jusqu'au bout de sa logique, c'est en échange de 30 députés, si j'ai bien compris.
on a un problème en France, et là je le dis en tant que politique, même pas qu'en tant qu'écologiste, c'est que l'élection présidentielle, avec l'inversion du calendrier, plus le quinquennat, est devenue un espèce d'entonnoir de personnalisation, d'obnubilation de la vie politique. Le signe d'ailleurs, c'est qu'on ne parle pas seulement de la présidentielle de 2012, on parle de la présidentielle de 2017. Les positionnements aujourd'hui, compris dans le débat parlementaire de la part de certains, sont au vu de la stratégie de 2017. Vous avez sûrement lu, je le dis à l'aise, parce que c'est tout autant des élucubrations que ce que vous pouvez lire sur nous. Peut-être des fois c'est plus vrai ou faux que si Jean-François Copé se met à parler des 35 heures, c'est pour déstabiliser Sarkozy, parce qu'il se dit qu'en 2017, il ne pourra pas être élu président de la République si Nicolas Sarkozy est réélu en 2012, etc., etc. Donc on est devenu complètement, vraiment déformé par la logique présidentielle. Donc du coup, effectivement, une des pentes naturelles consisterait à dire « ya basta, nous on sort de cette logique-là et on ne veut pas participer à l'élection présidentielle ». Le problème, c'est que en même temps, et ça c'est du fait de l'inversion du calendrier, les législatives sont devenues la ratification de l'élection du président. Tout le monde s'en fiche, c'est vraiment une espèce de vaguelette qui suit l'élection du président. Et ça c'est un tort, et je le dis très simplement, c'est sous l'impulsion de Lionel Jospin et du Parti Socialiste à l'époque que cette inversion avait eu lieu, et nous étions très opposés, pas seulement nous, le Parti Communiste aussi à l'époque, et d'autres. L'UDF, je crois, c'est que finalement, c'est la seule élection où on arrive à parler d'un projet politique. C'est l'élection où il y a le plus d'intérêt, où il y a sans doute une des participations les plus importantes avec les élections municipales. Donc ne pas y être, qui plus est pour une famille politique qui est présente dans le paysage depuis l'élection présidentielle de 1974, mais qui pour nous a vécu un moment très particulier avec la naissance d'un nouveau mouvement il y a maintenant 2 mois, ce serait vraiment perdre une part de l'espace de débat politique et de débat démocratique avec les citoyens. Donc voilà, l'espace est étroit, l'évidence n'est pas totale, mais pour moi, je pense qu'il est indispensable qu'on entende la voix de l'écologie politique lors de cette élection avec tous ses défauts, et en espérant justement que si la voix de l'écologie porte davantage, on pourra essayer de changer les logiques institutionnelles, et en particulier de faire en sorte qu'il y ait une grosse part de proportionnel aux élections législatives, comme dans tous les pays d'Europe, sauf la France et l'Angleterre, même pas l'Écosse ou le Pays de Galles, pour qu'on puisse essayer de faire vivre différemment et sortir de cette logique bipolaire un peu vieillissante. Parce que c'est la 5e République qui a été formée de cette manière-là, donc vous seriez pour une 6e République? Ça oui, on l'a déjà dit. Oui, je le dis. Oui, bien sûr qu'on est profondément pour une République différente, davantage parlementaire, et je pense que ça réveillerait un peu la démocratie, parce que là, l'inconvénient de tout ce que j'ai dit, c'est que ça peut aussi donner un sentiment très vain, c'est-à-dire que tout ça, c'est des petites luttes individuelles, des postures des uns et des autres pour exister dans le débat médiatique, pour favoriser ou pas d'ailleurs leur candidature à la présidentielle et le choix et leur positionnement à l'intérieur de leur mouvement. Donc je crois que oui, là aussi je crois qu'on est un petit peu au bout quand même, hein. Ça commence à fatiguer tout le monde, en tout cas je le constate moi, y compris pour nos sujets, c'est-à-dire que nous on va faire une primaire, on l'a dit, mais même nos propres militants, même pas nos sympathisants, ils ont qu'une hâte, c'est qu'on en sorte et puis qu'on soit en capacité de travailler, de présenter un projet, mais le côté j'allais dire petite concurrence interne, ça fatigue tout le monde, quoi. Et quelles seraient les alliances que feraient les écologistes dans cette campagne présidentielle ? Dans la campagne présidentielle, si on a ou plus probablement une candidate, on soutiendra notre candidate. On ne fera pas d'alliance lors de la campagne présidentielle. Au 2e tour, il n'y a pas vraiment de suspense sur le fait que on ne soutiendra pas Nicolas Sarkozy, si tant est qu'il soit au 2e tour. Mais je l'ai dit, il n'y a pas d'automaticité sur le soutien à un autre candidat. Il y aura une discussion et la possibilité, sur la base d'un certain nombre d'engagements, de soutenir un candidat qui s'opposerait à Nicolas Sarkozy. Très bien. Sinon, pour les élections présidentielles, Marine Le Pen vient d'être élue à la présidence du FN. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un 2e 21 avril ? Alors d'abord, moi, je ne suis pas dans la foi, dans la politique. Je suis dans l'action. Et je pense que... Non, mais est-ce que vous pensez ça possible ? Tout est toujours possible. Après, il faut qu'on se donne les moyens de ne pas le faire. Donc vous allez me dire, oui, mais Daniel Cohn-Bendit, il a dit que... Non, c'est pas la ligne suivante. Non. Ah.
Parce que c'est pour ça que moi je suis une actrice de la vie politique. C'est justement pour pas que ça arrive. Je fais partie des gens qui ont vécu le 21 avril 2002 et qui l'oublieront jamais. Mais si je suis là et si justement je me suis engagée pour l'écologie, c'est parce que je crois qu'il faut répondre au projet. Il faut proposer autre chose. Il faut proposer des solutions. Il faut pas justement être dans le commentaire ou dans est-ce qu'on verrait. Non, je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Et tout pour que ça n'arrive pas, c'est être capable de démonter le discours du Front National et de Madame Le Pen et de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est finalement pas un ravalement de façade. C'est simplement la poursuite d'un projet qui est un projet qui, pour le coup, trouve ses racines à la fois dans l'exclusion d'une partie de la population et dans le remplacement des solutions sur les l'apport de solutions aux problèmes qu'on doit affronter, tant sur le plan économique que social, par un discours de stigmatisation où on trouve des coupables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à trouver des solutions, il faut éliminer les coupables, et quand on aura éliminé les coupables, alors il n'y aura plus de problème. Voilà, c'est ça la rhétorique du Front National, elle n'est pas nouvelle, elle se poursuit. Maintenant, le deuxième niveau, c'est de dire la solution, c'est la nation contre le reste de l'Europe et du monde. Voilà, finalement, c'est assez vide. Et d'ailleurs, on a vu, c'est intéressant, parce qu'on n'est plus dans la période des années 80-90. On a vu le Front National en situation de gestion dans plusieurs municipalités. Ça s'est toujours écroulé. Écroulé parce que la logique, c'est quand même une logique. D'ailleurs, c'est la logique du Front National. C'est pas anecdotique que ce soit la fille de son père qui reprenne la boutique. C'est une petite entreprise familiale. Les dons sont dans une association de financement dont le président est toujours Jean-Marie Le Pen, qui s'exprime beaucoup au nom du peuple. Vous avez vu Madame Le Pen sur le terrain à Hénin-Beaumont. Elle habite pas à Hénin-Beaumont, hein. Madame Le Pen, elle habite dans une sorte de château à Saint-Cloud. Elle a été élevée là-dedans et ça fonctionne. Et ils ont beaucoup bénéficié d'une vie extrêmement confortable. En se finançant de fait par la politique. Donc faut être aussi très lucide sur la mécanique du Front National, et je pense que la mécanique du Front National, sa constitution, son projet, est lui-même très fragile finalement, et donc il ne faut pas en avoir peur, il faut l'affronter sereinement, mais dans un cadre démocratique. Alors maintenant on va passer. Alors en France, on a eu au niveau de la sécurité, quelles sont les réformes que vous pouvez Ah non, on va passer au trivial poursuite. Bon d'accord. Donc alors voilà, il y a 4 thèmes. Attendez, je le lance. Oups, excusez-moi, parce que c'était pas prévu. Il y a 4 thèmes et donc vous allez choisir. Et vous aurez pour chaque thème une question. Ce sera ça clôturera cette partie du débat et on passera juste après à la partie question du public. Question verte. C'est le bazar. Excusez-moi. Ça marche pas. Excusez-moi donc. Alors la question énergie en fait. Énergie. Alors vous y avez déjà répondu en fait. Je suis très très fort. Exactement. Donc quelle est la part du nucléaire dans l'énergie française 80% dans la production énergétique. Ouais, finesse. Moi c'est vraiment n'importe quoi. Bon. C'est quoi le truc ça Oups. Vraiment désolé. Donc la deuxième choix de question. Rouge. Politique. Mais il y a un problème. Je suis désolé. Le truc qui bug. Le déficit de la. Vous voulez que. Ouais bah allez-y hein. Ah. C'est ce genre de. Comme je suis pas sûre de la réponse, je vais pas vous la dire. C'est exactement la logique que j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûre de vous donner une réponse qui serait juste. Donc je déteste prendre le risque. Très bien. Bon, principe de précaution. En plus vous filmez, donc je sais qu'il restera que ça de 1h30 devant vous. Non, bon, vous pouvez dire Cécile Duflot ne peut pas dire de tête le déficit de la France en ce moment. Le nom du président algérien, je peux. Enfin, ça dépend des minutes. Hein. D'ailleurs, je peux pas parce qu'au moment où je vous parle, je suis même pas sûre que le président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement le président de la Tunisie, en attendant une nouvelle élection, est encore président puisque il y a algérien. Algérien. Oh, pardon. Excusez-moi.
Je pense Je ne comprenais pas, je croyais qu'il y avait une révolution en Algérie à la minute, et j'étais en train de me dire, ah, Non, peut-être en Libye d'abord. nouvelle. Si je ne me trompe pas, c'est Bouteflika. Ouais, vous ne vous trompez pas. Donc voilà, donc, si vous voulez, vous pouvez tenter de répondre à la dernière question ou la passer. C'est quoi la dernière question ? Bon, bah voilà. Bon, ben, passons aux questions du public. Qui veut poser une question? Et vous pouvez me donner la réponse sur le déficit de la France ? 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros. Ouais, c'est bien que j'ai pas répondu. J'aurais dit 100, je déteste être gentil avec ce gouvernement. Bonsoir. Les autorités chinoises et brésiliennes sont condamnées pour qu'ils causent beaucoup de pollution par les États du Nord, disons. Et il répond, nous devons nous développer, nous allons polluer comme vous avez fait. Quelle est la réponse des écologistes et de la France ? Je l'ai dit un peu tout à l'heure. D'abord, il faut effectivement qu'on assume le fait qu'on a ce que nous appelons une dette écologique. C'est-à-dire que nous n'aurions pas ce niveau de vie, ce niveau de production si nous n'avions pas utilisé les ressources des pays du Sud notamment et si nous n'avions pas contribué à engager un véritable dérèglement climatique. Donc oui, d'abord, on a une responsabilité et donc on doit s'organiser et participer à aider les pays du Sud. Je l'ai dit tout à l'heure sur le financement et l'aide à la transition énergétique, ça passe notamment par des transferts de technologie, ça passe par le fait d'apporter des financements qui ne soient pas uniquement préemptés sur l'aide au développement, ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça passe aussi, et je pense que là, c'est là où je parlais tout à l'heure de la Chine, c'est intéressant, c'est-à-dire que je crois que les Chinois ne sont pas sur une position aussi caricaturale que ce qu'on peut croire. Je l'ai dit, ils sont bien en avance sur un certain nombre de technologies. Ils ont aussi compris que le système était pour une part intenable. Et je l'ai lu hier, le classement de Greenpeace sur le bilan environnemental de tous les micro-ordinateurs. Il se trouve que ceux qui ont un impact environnemental le plus faible, ce sont aujourd'hui les micro-ordinateurs chinois et c'est les Apple qui sont les moins bons. Donc on n'est pas dans une vision binaire. Et je pourrais le dire de manière très brutale, je pense que le régime chinois est comparable et dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes à ce qui se passait en Tunisie jusqu'à il y a quelques jours. Donc je peux mettre en cause l'organisation du régime politique chinois qui est extrêmement brutale et en même temps considérer que sur ces questions économiques, les choses bougent plus vite. Au Brésil, c'est plus complexe, parce que il y a aujourd'hui, et donc ça s'est vu lors des dernières élections présidentielles, notre candidate écologiste soutenue par les Verts brésiliens a obtenu 19% des voix. Donc il y a quand même une mise en cause d'une logique de gaspillage qui s'est mis en place au Brésil et de croissance du PIB, mais pour lequel le prix est trop important. Vous avez sans doute entendu parler des catastrophes qui sont survenues et des coulées de boue qui ont provoqué plusieurs centaines de morts. C'est aussi le résultat de la concentration urbaine et de la construction anarchique sur des zones qui sont des zones fragiles et qui sont des zones qui étaient vulnérables et dont on pouvait savoir qu'il pouvait y avoir un risque très important. Donc je crois qu'au Brésil, le débat politique est intéressant justement sur comment on n'hypothèque pas l'avenir de l'ensemble de la population en mettant des choses extrêmement rapides et en utilisant pour le développement entre guillemets du pays l'ensemble de ses ressources naturelles trop vite. Donc je crois que sur ces questions-là, je le disais, c'est intéressant de faire confiance aux populations elles-mêmes. Je pense que la société civile brésilienne, je pense que la démocratie brésilienne qui est vivante, elle est capable de produire justement une réflexion et des solutions alternatives, sans avoir besoin qu'on leur donne des leçons. Une deuxième question. Il y en a une tout là-bas. Bonsoir. Le terme écologie se rapporterait plutôt à une logique long-termiste. J'aimerais savoir si vous craignez pas que l'opinion publique vous perçoive comme déphasée d'une réalité plus prosaïque des gens. Alors, d'abord, moi, je sais que c'est très difficile de dire, voilà, les solutions qu'on porte, c'est des solutions qui vont pas avoir une efficacité dans les 3 mois. Et ce qu'on défend, c'est des choses qui, sans doute, nous conduiront à
sur certains sujets et pour certains des efforts sur le court terme, mais qui ont vocation à être utiles, voire constructives et à favoriser un mieux-être sur le moyen et sur le long terme. Et donc on pourrait se dire oui, mais de toute façon ça, les gens ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est savoir ce qu'ils auront le mois prochain. Je suis pas si sûre. D'abord parce que moi, en tant que politique, en tant que démocrate, je fais le pari de l'intelligence des citoyens et pas de les considérer comme des cons. C'est ma grande différence avec Georges Frey. Je suis pas sûre que prendre les gens pour des cons ce soit ni souhaitable ni finalement utile. Et aussi nourri de mon expérience. Moi je peux vous dire que justement, vous parliez tout à l'heure de la taxe carbone, j'ai eu des débats épique sur ce sujet-là, justement avec les salariés de Continental. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette usine qui avait accepté de passer aux 40 heures et qui ensuite a été fermée. Et donc, du coup, il y avait des grandes manifestations à Compiègne, sous la neige, en plein hiver, et on discutait avec les salariés sur ces sujets-là. Et donc, c'était pas du tout sur l'immédiat. Ils parlaient bien de ces questions, de savoir qu'est-ce que ça produisait à moyen long terme. Et donc, plusieurs fois, j'ai pu constater quand même que ce qu'on disait de l'opinion publique sur le fait que ça l'intéressait pas ces débats, de savoir la planète qu'ils laisseraient à leurs enfants, à leurs petits-enfants, c'était pas vrai. Voilà. Et je dis pas que c'est facile, c'est sans doute bien plus facile de dire demain on rase gratis, mais je crois aussi qu'on peut aussi avoir une crédibilité quand on dit les choses de la manière la plus nette, pas la plus déprimante non plus. Faut pas. Enfin voilà, je dis pas que les écologistes nous condamnent et vont nous condamner tous à une vie déprimante où on prend des douches dans le noir en éteignant la lumière, comme dirait Eva Joly. C'est pas ça, mais simplement c'est effectivement pas la poursuite du toujours plus qu'on connaît aujourd'hui, qui finalement pour une grande partie des gens est beaucoup moins d'ailleurs. La question suivante est là-bas. Bonjour. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du scandale qu'a fait Wikileaks, qui a fait la une de tous nos journaux. Et qui a donc relancé le débat de est-ce qu'il faut tout dire, est-ce que l'on peut tout dire. Donc j'aurais aimé justement savoir quelle est votre position sur la question. Est-ce que il est souhaitable de tout dire? Est-ce qu'il est possible de tout dire? Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Wikileaks, contrairement à ce qu'on dit, a pris les choses avec beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont fourni une grande partie des documents à des journalistes et que les journalistes ont fait le travail qui est le leur, c'est-à-dire de pouvoir identifier la source de l'intervention des documents, de juger la manière dont ils le communiquent, pas de façon brute. Enfin, ils ont fait leur travail de journaliste. Pas toujours de manière, d'ailleurs... C'est intéressant de voir les autocensures, de voir ce qui est publié en Espagne et qui concerne la France et qui n'est pas publié en France. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément souhaitable de tout dire tout le temps, mais c'est pas ça le débat de Wikileaks. C'est est-ce qu'il est souhaitable de cacher des mensonges? C'est ça le vrai sujet. C'est pas de savoir si l'ambassadeur des États-Unis raconte les potins de la vie d'une chanteuse femme de président de la République. C'est de savoir si oui ou non, par exemple, on a complètement truandé les rapports pour justifier l'intervention en Irak. C'est de savoir si oui ou non, on savait ce qui se passait en Tunisie et que on a été plus que complaisant quand on disait que la situation des droits de l'homme s'est améliorée. Quand le président de la République disait ça, c'était un mensonge. Voilà. Et quand on avait les informations pour dire que près de 50% de l'activité économique tunisienne était dans les mains de Ben Ali et de son clan et de sa famille. Voilà. Donc la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, ce qui est délibérément caché et ce qui est fait l'objet d'un mensonge vis-à-vis des citoyens doit être rendu public. Et ma réponse est oui, je pense que c'est très sain. Après, il reste toujours des zones d'ombre, mais je me souviens avoir entendu le directeur du Canard enchaîné qui expliquait qu'il freinait les choses. Parce qu'ils n'empêchaient pas tout, mais qu'ils freinaient un certain nombre de choses. Parce que, voilà. Enfin, ils m'empêcheront pas de partir en vacances où je veux, mais... la démocratie, c'est ça, c'est manier le fait de rendre publiques les informations, mais en tout cas de pas participer au secret, parce que ce qui est certain, c'est qu'entre les deux, c'est le secret qui permet de couvrir les plus grands scandales. Voilà. Il y a des choses qui résistent beaucoup moins bien à la lumière. Une dernière question. Bonjour, moi je suis étudiante en fait au master énergie finance carbone de Dauphine et on a pu suivre aussi les négociations de la COP16 de Cancun et moi j'aimerais vraiment connaître votre position sur les mécanismes de finance de marché appliqués à tous les projets CDM et RED+, sur la déforestation.
tout ce qui est finance carbone à côté de la taxe carbone, justement. Alors, il y a une vraie question qui se pose et qui s'est posée à Nagoya sur la question de la biodiversité. C'est est-ce qu'on peut tout chiffrer ? C'est-à-dire, est-ce que la solution pour résoudre les crises environnementales, c'est chiffrer et donner une valeur et un prix et donc de pouvoir échanger, créer un marché et chiffrer cher si nécessaire. J'ai un problème sans doute philosophique avec cette question, c'est que je pense qu'on doit être capable de considérer qu'il y a des biens communs de l'humanité, comme l'est la biodiversité, comme l'est l'air qu'on respire, qui ne doivent pas rentrer uniquement dans une logique de marché avec les dangers que ça représente. Est-ce que ça peut être à court terme efficace et utile dans certains cas ? Sans doute ça peut l'être, mais je pense pas que ça doit être la règle de base et la règle et la solution permanente. Je pense qu'il faut qu'on puisse affirmer, y compris au niveau international, y compris dans le cadre d'une communauté internationale qui reste à construire, que nous avons des biens communs, que nous avons un avenir commun, que nous avons une planète et que tout ne s'achète pas et ne se vend pas. Voilà. Mais on est plus dans un débat philosophique que d'efficacité. La pragmatique que je suis peut se dire que de temps en temps, il peut y avoir la nécessité, vis-à-vis de certains pays, par exemple, de pouvoir compenser réellement le refus de la déforestation, par exemple. Et voilà, mais je dis qu'il est important de se poser le débat philosophique avant de considérer que c'est la solution idéale, parce que sinon on passe à côté d'un pan de réflexion sur notre avenir. Voilà. Ouais, on va encore en donner une dernière question, finalement, une de plus. C'est bon ou... Ouais, je suis attendue à un moment important qui est le rassemblement qui dit que c'est une grosse erreur que d'avoir empêché qu'un débat ait lieu à l'école nationale, à l'école normale supérieure autour de Stéphane Hessel. Donc c'est pour ça que je dois partir dans pas trop longtemps. C'est pas parce que je m'ennuie avec vous. D'accord, très bien, merci. Donc bonsoir, donc Sylvain Lassonde aussi du même master. J'avais une question, c'était suite à la conférence de Cancun où il n'y a pas eu d'accord pour une suite du protocole de Kyoto dont son engagement se termine en 2012. Aujourd'hui, seule l'Union européenne a réellement pris des engagements qu'elle pourrait aller au-delà si d'autres États faisaient pareil. L'Union européenne représente aujourd'hui très peu d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu plus de 5% des gaz à effet de serre d'un point de vue mondial. Donc, selon vous, quelles sont les évolutions possibles Êtes-vous optimiste ou pas par rapport à l'après-Kyoto, quand on sait que les États-Unis, la Chine, les plus gros pollueurs aujourd'hui Rationnellement, on ne peut pas être très optimiste si on a suivi les négociations de Copenhague à Cancun, on a quand même, on allait de déconvenu en déconvenu, même si Cancun était un peu moins pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Voilà. On aurait pu enterrer Kyoto à Cancun. Le protocole est sous respirateur artificiel, mais ça, on n'est pas du tout dans une situation positive. Donc, lucidement, on peut dire que les choses sont effectivement pas très bien engagées. Mais politiquement et pragmatiquement, je me dis que c'est impossible qu'il n'y ait pas un sursaut. Voilà, je le dis avec sans doute un peu de simplicité, mais on est tous embarqués sur une même planète pour laquelle les conséquences du dérèglement climatique sont peu évaluables finalement. On sait qu'il y a un danger, mais on ne sait pas exactement lequel il est. Et donc peut-être que les choses se passeront de manière pas trop grave, mais la probabilité est très très faible. La probabilité la plus importante, c'est quand même une situation de grande fragilité de la vie sur la planète. Voilà. Et c'est dire ça, c'est pas faire du catastrophisme, c'est justement faire tout le contraire. Parce que du catastrophisme, c'est dire ah là 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 là, on va vers la catastrophe, on va tous mourir, on va tous mourir. Dire on veut agir, et il est encore temps d'agir, et c'est très compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se bouge. C'est le contraire d'être catastrophiste. C'est là être lucide. Et donc, je ne peux pas ne pas imaginer un sursaut. Et d'ailleurs, le changement de position de la Chine est pas inintéressant. La Chine a dit qu'elle était prête à prendre des accords de manière unilatérale, à prendre des engagements de manière unilatérale. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est faire bouger les États-Unis. Mais je pense que pour ça, il faut que y compris l'Union européenne, qui effectivement a fait un certain nombre d'efforts et qui n'est pas une part très importante, soit encore plus volontariste, c'est-à-dire que la différence puisse apparaître plus criante. Et puis l'autre élément, c'est, mais ça fera le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le lien avec les pays du Sud. C'est une évidence, c'est-à-dire que bien sûr que maintenant on a fait beaucoup d'efforts sur la réduction de nos émissions, mais ce qu'il faut faire, c'est aider les pays du Sud à la fois à pouvoir améliorer leur indice de développement humain et à donner les moyens de vivre confortablement à leurs habitants, mais sans engager
corriger les mêmes, sans faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Donc là-dessus, l'Union européenne peut être quand même très utile, très motrice et avec des moyens. Bon, eh bien, merci beaucoup, Mme Duflo, d'être venue à Dauphine. Et il faut qu'on remercie aussi notre sponsor, LCL, sans qui ce débat n'aurait pas eu lieu. Waouh! Merci de votre invitation. Continuez de réfléchir. Puis si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite, si le sujet de base, je vous invite à lire un certain nombre de choses, dont pour tous ceux qui sont intéressés sur l'écologie politique et son rapport au capitalisme, à lire André Gors. Il est mort il y a quelques années maintenant, mais il a écrit plusieurs ouvrages qui sont lumineux. Et je vous assure, je suis sûre que le lendemain du jour où vous avez fini le bouquin, vous adhérez peut-être à Europe Écologie Les Verts, mais en tout cas vous êtes convaincus.